Coucou. La question d'aujourd'hui est: faut-il laisser les enfants tout lire? La réponse est oui. À bientôt. Qu'est-ce qu'on se marre ici? Quel bout en train je suis? Sinon, un tout petit peu plus sérieusement, hein, allons-y. Je vais préciser deux choses avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Hein. Voilà. Désolée pour les introductions qui sont de plus en plus longues, mais au bout d'un moment, il faut faire les choses correctement. Donc déjà, en fait, je ne vais pas parler de censure et de littérature jeunesse. Censure étant comprise comme interdiction institutionnelle, ou en tout cas fortes injonctions ou recommandations de la part d'une institution, pour le coup étatique, porteuse de valeurs morales, sur les éditeurs, donc les gens qui font, qui créent, qui publient les livres pour enfants. Non, là en fait je vais parler d'un autre type, on va dire, non pas de censure, mais plutôt de contrôle. Et en fait, ce contrôle, ça va être celui qui va s'exercer au sein de la sphère familiale. Donc en fait, à une échelle bien plus petite que celle d'un État, mais pas moins intéressante. Donc il est bien entendu que les deux sphères, celle étatique / institutionnelle et celle de la famille, puisque la famille peut complètement être prise et analysée comme une institution, bien entendu, les deux sont intrinsèquement liés. Mais si je m'appuie surtout là sur les familles et non pas sur l'État, c'est pour deux raisons. Globalement, c'est parce que je suis pas historienne et que ça m'aurait demandé un travail beaucoup trop colossal, d'une part de documentation, fouilles d'archives, etc., etc., et de deux, de vulgarisation, un art dans lequel je n'excelle pas du tout. Et puis ensuite, la deuxième raison qui me paraît quand même la plus percutante, c'est que la BNF, au dernier trimestre de 2019, il me semble, a fait une super exposition sur la censure et la littérature jeunesse. Alors la dernière fois que j'avais regardé, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de traces encore sur internet, donc si jamais le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller là-bas pour récupérer des ressources. Et voilà. Je tousse. Je vous ai parlé d'un deuxième truc, et ce deuxième truc arrive maintenant, puisque c'est celui de la définition des mots présents dans l'énoncé. Et oui, là je sens bien que je suis en train de faire ressurgir chez vous des trucs pas extrêmement agréables, à base de dissertation de philosophie en terminale. Voilà, on a chacun de nos Vietnam, hein, à nous, je ne juge pas. Mais par contre, on fera pas l'impasse sur la définition des termes. Commençons dans l'ordre. Et le bon, faut-il du verbe falloir? J'aime bien, je prends un air très pénétré pour dire des choses absolument évidentes. Hein. Merci. Donc c'est une question fermée. C'est-à-dire, on y répond par oui ou par non. Le faut-il implique qu'on prenne une position claire et ferme. Voilà. Et en fait, c'est surtout pour ça que ma vidéo va avoir des accents dogmatiques assez forts, puisque d'une part l'énoncé l'exige, et d'autre part, je suis désolée, mais je suis bien incapable de développer une pensée complexe et nuancée sur un format de vidéo YouTube qui répond à des contraintes normatives assez fortes. Bref, on va pas faire dans la nuance et la subtilité. Ensuite, laisser. Laisser, ça sous-entend que le public cible en fait de cette question, donc c'est-à-dire la catégorie sociale enfant, a déjà une appétence pour la lecture, puisqu'il va s'agir de le laisser faire ou de ne pas le laisser faire. Donc intervenir ou pas intervenir. Quand on pose la question faut-il laisser les enfants tout lire, on est dans une prise de position soit interventionniste, soit non interventionniste. Et ensuite, voilà, il y a la catégorie des enfants. Hein, parce que là, dans le langage courant, on est tous d'accord, on voit très bien ce qu'est un enfant. Mais en vrai de vrai, c'est quoi un enfant? Alors là, du coup, il y a tous les types en sciences de l'éducation qui sont en mode « Oh, c'est tellement intéressant comme question !» Mais parce qu'en oui, effectivement, c'est super intéressant comme question, parce que c'est vraiment une catégorie qui est construite. Un enfant, maintenant, en 2020, c'est pas le même enfant que, je sais pas, qu'en 1453. Voilà. Genre, ce qui est considéré maintenant comme un enfant n'était pas un enfant auparavant. On a vu, sur ce siècle-là, bon, j'exagère, hein, le siècle passé également, mais l'émergence de l'adolescent.
par exemple, de la figure de l'adolescent. Ce qui est hyper intéressant aussi, en fait, parce que ça va avec plein de transformations sociales qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'une nouvelle catégorie pour décrire le monde et pour décrire les faits sociaux. Et donc, tout ça pour dire, en fait, que j'ai plus ou moins arbitrairement choisi de définir enfant, dans ce cadre-là de cet énoncé, en 6-16 ans. 6 ans parce que en fait c'est l'entrée en primaire et donc avec plus ou moins les objectifs pédagogiques d'apprendre à l'enfant à lire tout seul, donc en fait d'être dans une pratique autonome de la lecture qui en fait avant 6 ans est la plupart du temps accompagné voire endossé par un adulte qui va faire la lecture ou lire avec l'enfant pour plein de raisons. Et puis j'ai pris 16 ans parce que cette dizaine d'années qui sépare les 6 des 16 ans, ça me permet de pouvoir en tout cas ouvrir la discussion après dans les commentaires par rapport aux différentes étapes de construction de l'enfant. C'est-à-dire la fin de l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, et le dernier terme, tout, qui a l'air en fait d'être le plus simple, et comme d'habitude, quand ça a l'air extrêmement simple, en fait c'est hyper compliqué. Pour aller vraiment à l'essentiel de l'essentiel, quand je dis tout, c'est tout type de contenu en livre, édité et reconnu comme étant des livres et généralement accepté comme étant de la littérature. Voilà. J'essaye vraiment de botter en touche pour ne pas avoir à discriminer les différents types de médias écrits. Par exemple, un forum, une recette de cuisine, etc. Donc on va prendre généralement ce qu'on peut appeler le livre littéraire. Voilà. Enfin, c'est une question qui est beaucoup trop compliquée et que je me sens pas de traiter, en vrai. Donc tout, on va dire tous les types de contenus, avec un bordel à page et qu'on vend dans une librairie et qui ne soient pas des recettes de cuisine. Voilà. Je savais bien que je devais pas me lancer dans les définitions. Je le savais, mais de toute façon, je m'écoute jamais, de toute façon. Bien, maintenant que les bases sont posées, posons-nous la question de pourquoi on pose la question de faut-il laisser les enfants tout lire. Bah ouais, ça paraît con comme ça, mais finalement cette question, elle renvoie à quelque chose d'autre, c'est-à-dire à la protection de l'enfant. Je dis protection avec énormément de guillemets, parce que je sais bien que dans certains contextes familiales, ce n'est pas le cas. Le fait d'interdire ou de laisser lire, ça va répondre à d'autres motivations et ne peuvent pas être juste rapidement résumées en protection de l'enfant, parce que c'est éminemment faux. Alors, si j'utilise néanmoins le terme de protection, c'est parce que l'enfant est vu comme un être en construction. On va y revenir après. Un être en construction qu'il s'agit de tutorer, qu'il s'agit d'accompagner, il s'agit de bien former l'enfant, de lui donner le terreau nécessaire, de lui donner les tuteurs nécessaires à sa bonne construction. Et quand on parle de bonne construction, c'est en grande partie une bonne construction morale. Donc là, on est complètement dans des questionnements d'orthorexie morale, en quelque sorte. Donc du coup, l'idée, c'est que le gamin, quand il va lire, quand il va consommer un média, ne doit pas consommer de mauvaises valeurs, ou ne doit pas consommer de choses qui pourraient ou lui faire reconsidérer les valeurs que ses parents se sont échinés à lui transmettre, ou bien ne soit pas traumatisé, n'ait pas peur. Donc, on va pas bégayer 100 ans. Actuellement, là, en 2020, en France, il faut protéger l'enfant du sexe et de la violence, globalement. Alors, si je le situe, si je le contextualise, c'est parce que ça n'a pas forcément toujours été le cas. Bon, le sexe, certes, oui, la violence, oui, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle violence, etc., etc. Et par exemple, maintenant, on ne protège pas vraiment les enfants de la question du politique, on va dire. Alors que au début du siècle, début du 20e, par contre, voilà, il y avait vraiment un accent qui était mis sur éviter aux enfants de lire des trucs politiques qui n'allaient pas dans le sens de l'État. Donc voilà, maintenant actuellement c'est le cul et la barbarie. Voilà, la guerre, le gore, tout ça, faut éviter que nos chères têtes blondes tombent dessus. Donc ça c'est le principe. Dans les faits, je vais vous donner un petit exemple, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Mise en situation. Le petit Enzo, de 10 ans, se précipite pour lire Carrie de Stephen King. Vous, adulte responsable de Enzo, que faites-vous? Et là, la plupart d'entre vous, vous allez vous exclamer, ça dépend, faut faire au cas par cas.
Et quand vous dites ça dépend, je trouve que c'est là l'un des points les plus intéressants. C'est qu'en fait, ce qui va être jugé ici, ça va être la capacité de l'enfant à pouvoir gérer potentiellement des choses traumatisantes, en tout cas que l'adulte va considérer pouvant potentiellement le traumatiser. Et donc si Enzo est considéré comme étant mature, il est fort probable que l'adulte référent, si rien d'autre ne s'y oppose dans le contexte familial ou dans les valeurs qu'il défend ou transmet, va dire à Enzo, vas-y, je te laisse faire. Parce que bon, très concrètement, si l'énoncé avait été faut-il laisser Enzo jouer sur l'autoroute, bah, bon nombre de ceux qui ont dit non, mais ça dépend, bah là vous seriez écrié et offusqué en disant mais non, mais arrêtez cet enfant, mais ça va pas la tête. Sauf 2-3 là-bas qui n'aiment pas beaucoup Enzo. Bon, alors certes, il y a une grosse différence en termes de morbidité entre les deux pratiques, c'est-à-dire jouer sur l'autoroute et lire un bouquin. Je vous le concède, mais si en tant que parent vous êtes persuadé que Carrie sera le 3 tonnes 5 qui va rouler sur votre enfant, il y a quand même très peu de chances que vous le laissiez le lire. Et puis il y a moi, voilà, assise là sur mon petit siège, et qui vous dit, les yeux dans les yeux, que si, ça serait peut-être pas mal de laisser Enzo se faire écraser, métaphoriquement parlant, par le livre. Au-delà de la petite provocation sur les enfants potentiellement écrasés, pourquoi je dis ça? Bon, bien évidemment, parce qu'il y a très peu de chances qu'un livre tue son lecteur, c'est F le point précédent, mais surtout parce que je considère que les adultes sont de bien mauvais juges quand il s'agit de savoir ce qui va impressionner ou non leur enfant. Et je dis ça absolument en toute bienveillance et en toute humilité, puisque je ne suis moi-même pas maman, mais de tout ce que j'ai pu voir, lire, entendre, de par mon travail, on est souvent face à des adultes qui sont parfois complètement dépassés par les terreurs que peuvent nourrir leurs enfants. Et là, je parle pas seulement de tout petits, je parle aussi d'enfants qui vont avoir 7, 8, 9 ans. Et d'ailleurs, vous, voilà, en tant que probablement adulte ou jeune adulte, essayez de vous rappeler des trucs qui vous ont impressionné ou choqué, ou même traumatisé dans votre enfance, alors que ce ne sont pas du tout des éléments qui sont faits pour faire peur et qui n'étaient pas censés vous faire flipper. En fait, si je prends mon exemple personnel, j'étais terrifiée par une illustration de hérisson. Il y avait une illustration spécifique d'un hérisson tout con dans un des livres pour enfants qu'il y avait chez moi. J'avais trop peur de ce bordel. Mais tout ça pour dire que c'est très compliqué en tant déjà qu'individu de pouvoir prévoir ou non ce qui va nous impressionner durablement, nous laisser des traces en fait. Mais en plus de dire qu'un autre adulte, et là encore plus un adulte qui nous a à sa charge, donc qui a fatalement un autre biais d'interprétation de nos actions, etc., c'est hyper compliqué de lui demander de savoir ce qui peut nous impressionner ou pas. C'est chaud du cul. Et donc pour le parent, ou en tout cas pour l'adulte référent, il va s'agir de procéder à un petit calcul tout con. Est-ce que le contenu de ce bouquin a des chances, en tout cas plutôt des risques, de traumatiser mon gamin ou non? Question con, mais question hautement difficile. Donc en fait, cette prévoyance, ce pari, me semble la plupart du temps occulter les bénéfices que l'enfant pourrait tirer de la lecture. Alors que ce soit les bénéfices directement liées aux qualités de l'œuvre ou aux réponses qu'elle va peut-être lui apporter, mais aussi aux bénéfices du traumatisme, entre guillemets. Et par là, je ne défends pas du tout une éducation qui serait basée sur un espèce de surpassement de traumatisme ou voilà, ou mettre l'enfant volontairement en difficulté. Non, c'est pas mon propos. Mais bon, après tout, si le gamin se dirige vers cette œuvre-là en particulier, c'est bien qu'il y a une raison. Alors, les raisons peuvent être diverses et peuvent être motivées par masse de choses. Donc, par exemple, notre Enzo qui va vers Carrie, peut-être que il est à la recherche, pas forcément ces termes, mais peut-être qu'il est à la recherche du récit d'une enfant qui aurait été harcelée et espère plus ou moins une espèce de catharsis à la lecture. Avec toutes les limites que la catharsis a, mais on s'en fout. Donc là, on aurait un bénéfice de, par exemple, trouver une réponse à ces questions. Est-ce que ça peut être parce qu'un copain lui a dit non mais lis-le, il est trop bien, ou au contraire lui a dit haha, t'es une poule mouillée, t'es pas capable de le lire. Donc là, si Enzo le lit, il aura un bénéfice social. Est-ce qu'il a envie de le lire parce qu'il sait que c'est extrêmement gore, voilà, et que Enzo est attiré par les trucs gore?
c'est tout à fait possible, donc là ce sera un bénéfice, j'ai envie de dire, personnel. Est-ce que c'est parce qu'on lui a toujours dit qu'il n'avait pas le droit de lire ça, parce qu'il est trop jeune? Donc auquel cas c'est un processus d'émancipation en se heurtant justement aux interdictions parentales ou aux autres types d'interdictions. Donc en fait, peut y avoir plein de motivations qui fait qu'un enfant va vers un livre. Et ça peut être un truc aussi con que la couverture, en fait. Et je sais pas, ça me semble un peu con de l'en empêcher. Quand j'ai dit tout à l'heure que je considérais que les parents étaient de bien mauvais juges en ce qui concernait les risques littéraires encourus par leurs enfants, j'aurais dû ajouter que je considérais également qu'ils étaient de bien mauvais juges quant aux motivations qui animaient leurs enfants pour se diriger vers tel ou tel ouvrage. Mais surtout, ce que j'aurais dû ajouter, c'est que 1, c'est normal, et 2, c'est pas grave. Donc là, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Voilà. Et qui, je l'espère, viendra illustrer mon propos. À mes 10-11 ans, j'avais déjà lu une bonne partie des classiques dans la bibliothèque familiale et également de la bibliothèque municipale. Si je précise classique, c'est non pas pour justifier mon actuel snobisme ou quoi que ce soit, c'est surtout parce que j'ai reçu une éducation correspondant à ma classe sociale qui est une classe moyenne supérieure. Donc avec une grosse bonne volonté intellectuelle, donc à vouloir former au mieux l'enfant à travers des classiques. Voilà, parce qu'il y a la plus ou moins conscience du bagage littéraire nécessaire pour l'école et juste de l'entrée en culture légitime. Si je résume très vite. Donc il se trouve qu'à 10-11 ans, j'avais déjà lu énormément de choses, puisque les classiques sont extrêmement variés, traitent de beaucoup de sujets. Encore une fois, je ne vous apprends rien. Donc en fait, j'avais lu la guerre, j'avais lu le sexe, j'avais lu la violence sexuelle, j'avais lu la misère, j'avais lu la violence tout court. Hein. Mais en fait, rien qui n'avait répondu à mes préoccupations de fillette de 11 ans, qui pour le coup me posait plein de questions sur la sexualité. Alors du coup, ça peut paraître complètement con maintenant, puisque la démocratisation d'Internet et l'accès à Internet dans les foyers ou sur les dispositifs numériques qu'on a maintenant, ce genre de questions, on va plus forcément chercher la réponse dans les bouquins. Moi, à mon époque, on n'avait pas Internet à la maison. Et jamais ça me serait venu à l'idée d'aller taper sur Internet, commencer une première fois ou des trucs comme ça, en fait. Donc, en gros, l'une des seules sources de connaissances, on va dire, c'était les bouquins ou bien les magazines porno que cachait le papa d'une copine dans le grenier. Voilà, c'est une histoire vraie. Hein. Donc tout ça pour dire que je me posais des questions, les classiques n'y répondaient pas, parce qu'en plus ils sont écrits, la immense majorité, par des hommes, donc en fait la sexualité est abordée du point de vue masculin, ce qui ne m'aidait pas, moi, en tant que fille, me reconnaissant comme fille, me sentant fille, en me disant tu ne me parles pas à moi, je comprends pas, tu ne réponds pas à mes questions. Donc du coup, je suis allée fureter à la bibliothèque dans des rayons sur lesquels j'avais pas vraiment l'habitude de m'apesantir, ce qui était du coup des trucs romantiques, de jeunes adultes, etc. Et je suis tombée sur un ouvrage qui était paru depuis un certain moment, voilà, c'était pas une nouveauté incroyable, mais je l'avais jamais vu. Et ce jour-là, alors que je me posais toutes ces questions, je l'ai vu sur ce rayon. C'est un bouquin, je me rappelle du titre, je me rappelle pas de l'auteur, je crois d'ailleurs que c'était une autrice, que je vous mettrai là quelque part, ça vous l'aurez, qui s'appelait du coup L'amour en chaussettes. Et dans le résumé, ça me promettait, à moi, lectrice, d'avoir l'aperçu de comment ça peut être des premières fois quand on est une jeune fille. Et donc du coup, j'étais extrêmement emballée, je me suis dit, mais yes, enfin le Graal, ça y est, je touche au but de ma quête incroyable. Donc j'emprunte le bouquin. Ma mère, qui vient me récupérer à la bibliothèque, regarde les livres que j'ai empruntés, et avec le recul, je suspecte fortement que cette espèce de rituel de regarder ce que j'avais emprunté n'était pas motivé par une curiosité de sa part incroyable, mais était surtout en fait une surveillance plus ou moins discrète en fait des choses que je lisais. Donc elle voit le bouquin, elle voit le titre, elle voit l'image. Donc voilà, hein, normalement je vous ai mis l'édition que moi j'avais trouvée, donc vous avez aussi l'illustration de couverture. Et me dit mais non, tu vas pas lire ça, c'est pas de ton âge. Donc du coup
J'étais un peu choquée parce que c'était probablement l'une des premières fois où on m'interdisait l'accès à un livre. Donc je me disais, mais comment ça, c'est pas mon âge, mais si, mais ça va être super. Elle dit, non, 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 tu lis pas ça. Et donc là, j'ai senti que ça allait être un peu tendu. Donc j'insiste, voilà, je développe une argumentation béton à base de mais pourquoi. Grosse argumentation, on est d'accord. Et ma maman finit plus ou moins par céder et me dit bon, ok, mais je vais le lire en premier. Et je te le donnerai si tout est bon, si tout est ok. J'étais en mode, je sais pertinemment que je ne reverrai jamais ce bouquin, mais ce n'est pas pour ça que j'ai lâché l'affaire. Et j'ai commencé une politique d'harcèlement constant pour que ma mère lise le bouquin et puisse me le filer. Ce qui n'a pas du tout marché en fait, juste pour se débarrasser de moi, ma chère maman, ce que je comprends, voilà, au lieu de me dire d'aller me faire cuire le cul, m'a dit va plutôt lire du Boris Vian. Du coup, dans sa tête, je pense clairement qu'elle pensait davantage au Boris Vian qui écrit L'écume des jours et pas au Boris Vian qui écrit J'irai cracher sur vos tombes. Je vous laisse deviner lequel des deux ouvrages j'ai lu. Pour rappel, J'irai cracher sur vos tombes, c'est l'histoire de la revanche d'un homme noir au passing blanc qui va séduire slash violer des femmes blanches pour venger son frère. Je crois que c'était son frère. Donc en gros, ça n'a pas vraiment répondu à mes questions, hein, qu'on soit bien clair. Bon, et bien que je pense que cet exemple ne résonne pas pour tout le monde, puisque d'autres individus ont grandi dans des contextes bien différents du mien, et peut-être dans des contextes plus ouverts sur ces questions-là, en tout cas de sexualité, de violence, de questions intimes, etc. Il me semble cependant que quand on parle beaucoup de communication avec l'enfant, de protection, etc., ou d'interventionnisme dans les contenus consommés, on occulte quand même l'un des processus les plus importants à cet âge-là, qui est celui de l'autonomisation et de l'individualisation, qui va notamment passer par des cachotteries, par des secrets, et par la compréhension de ce que va être, ou de ce qu'est son intimité. Et du coup, c'est pas étonnant à ce moment-là que les parents aient bien du mal à juger, à savoir, à se poser la question en fait du bénéfice ou du risque par rapport aux lectures, parce qu'ils n'ont clairement pas toutes les clés en main. Bon, et je veux pas dire par là que l'enfant ou le jeune individu a lui aussi toutes les clés, voilà, pour comprendre ses actions, parce qu'en plus, il n'y a même pas une espèce d'obligation à la réflexivité quand on va choisir un livre ou qu'on va se lancer dans une lecture. C'est pas tant ça l'idée. L'idée que j'essaye de transmettre là, c'est que à considérer l'enfant comme un être sans cesse qu'il faut protéger, on oublie que c'est un individu qui n'est pas un individu en devenir, qui est un individu actuel, et qui n'est pas d'une altérité radicale par rapport à un adulte. Certes, l'enfant a parfois des besoins spécifiques, c'est normal, mais c'est pas un être passif. C'est pas un espèce de petit golem d'argile qu'on va forger. L'enfant n'est pas seulement une espèce de grosse éponge, là, comme on voit cette idée extrêmement répandue. Non, c'est un acteur de sa construction, et je dirais même un lecteur de sa construction. Parce que je trouve la formule jolie et que je remercierai jamais assez toute la vague de critiques littéraires qui ont remis le lecteur en position d'actif et non plus de passif. Parce que très amusamment, les sciences sociales, notamment la sociologie de la culture, a réalisé ensuite avec les téléspectateurs. En disant non, le téléspectateur, c'est pas juste un espèce de machin passif, on est actif, on est des récepteurs actifs des contenus qu'on va consommer. Et donc bref, Noémie, quid du risque? Tu as brillamment démontré que l'adulte, c'est rarement ce qui peut traumatiser un enfant ou non. Mais le risque existe toujours. Oui, oui, bien sûr que le risque existe toujours. La lecture n'est pas un espèce de truc innocent qui va pas laisser de traces et qui est forcément positif. On peut être tout à fait traumatisé par des mots qu'on a lus, par même des tournures de phrases, comme c'est mon cas. Il y a une phrase de la condition humaine de Malraux qui me hante encore maintenant, alors que je suis une vieille dame. Mais on peut pas vraiment les prévoir. Et j'ai presque envie de faire, encore une fois, une métaphore qui est pétée, mais j'ai tendance, en tout cas, à considérer les traumatismes, en tout cas les petits chocs émotionnels que peut causer la lecture, comme un peu des écorchures au genou, des bleus, voire à la limite, dans les plus gros cas, un bras cassé parce qu'on est tombé à vélo. Ce qui fait que ça valait le coup, en fait.
ça vaut le coup de se faire un peu mal. Parfois, ça vaut le coup de prendre le risque qui est des enfants, enfin que nos enfants en tout cas se fassent mal en lisant par rapport à ce qu'ils vont peut-être pouvoir en tirer, parce qu'encore une fois, le bénéfice c'est comme le risque, on ne sait pas vraiment s'il va en tirer quelque chose ou pas. Mais je crois que ça vaut la peine. Bref, se faire bolosser par la lecture, ça fait partie du jeu. Et il me semble absolument injuste d'en interdire l'accès, d'en interdire la pratique à un autre être humain, aussi jeune soit-il. C'est tout pour cette discussion de comptoir. J'espère que ça vous aura plu et qu'on se retrouvera bientôt. Parce que moi je serai là!